scientifiques qui ont marqué l'année 2012. Nous sommes donc en compagnie de Marie-Odile Monchicourt de France Info, Aline Richard de La Recherche, Philippe Hénard-Josse de Ciel et Espace. Et c'est au tour de Sandrine Cabu, journaliste scientifique au cahier Sciences et Techno, de nous dire ce qu'il a marqué en 2012. Et c'est cette crise du médicament qui a un peu traversé l'année que vous retenez, hein, Sandrine. Voilà, c'est à la fois scientifique, mais aussi un peu politique, santé publique en tout cas. On se disait qu'après la crise du Mediator, qui a quand même pas mal secoué le monde du médicament, la loi qui est arrivée l'an dernier pour régler un peu tout ça, on serait finalement un peu plus tranquille en 2012. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de dysfonctionnements dans ce domaine. Il y a eu ce livre en septembre de Even et Debray qui a quand même lancé un véritable pavé dans la mare. Alors, certes, le livre n'est pas exempt de critiques, mais il montre quand même qu'il y a un certain nombre de médicaments qui sont soit inutiles, soit dangereux, et qu'il faudrait quand même continuer à faire le tri dans tout ça. Alors, je vous propose d'écouter à ce sujet le professeur Bernard Debray, donc professeur en urologie à l'hôpital Cochin et co-auteur avec Philippe Even de ce guide dont vous parliez, guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Il était l'invité de Mathieu Vidard le 14 septembre dernier, et vous étiez là aussi, Sandrine Cabu. Les congrès sont sponsorisés par les laboratoires, je ne le regrette pas, c'est comme ça. Mais l'État a perdu son pouvoir, a perdu son devoir. Et puis les laboratoires aussi. Il faut savoir qu'il y a une trentaine d'années, on trouvait énormément de médicaments. C'était l'heure de gloire des laboratoires, il faut leur rendre grâce, parce que grâce à eux, on a des médicaments formidables. Mais depuis quelques années, on ne trouve plus de médicaments. Alors, est-ce que l'on cherche des solutions? Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour 2013, de cette crise du médicament? Oh non, je crois qu'on a encore de belles années devant nous dans ce domaine-là. Et puis, depuis quelques semaines, maintenant, c'est autour des pilules qui devient en fait une affaire de santé publique, avec un véritable branle-bas-le-combat, vous l'avez entendu ces derniers jours, au niveau du ministère des autorités de santé, et qui est quand même quelque part un petit peu la même histoire que le Mediator, avec des risques ou des surrisques d'accidents qui, même s'ils restent rares, et ça faut le préciser, parce qu'il ne s'agit pas que toutes les filles arrêtent leur pilule, ça faut vraiment faire attention. Pilule contraceptive. Hein. Pilule contraceptive, pardon. De 3e et 4e génération qui semblent particulièrement sur la sellette ces derniers temps. Voilà, en fait, sans refaire toute la contraception, il y a en gros 4 générations de pilules depuis les années 60. Celles de 3e et 4e génération sont arrivées, pour certaines, il y a une vingtaine d'années maintenant, hein, elles sont pas arrivées hier. Et on sait depuis quand même 95, même si on le sait de plus en plus précisément, que les pilules de dernière génération ont un risque d'accident thromboembolique, de phlébite et d'embolie, qui est supérieur à celle des générations précédentes, qui est elle-même supérieure au risque chez une jeune femme qui ne prend rien du tout. Donc, vous voulez pas nous donner quelques raisons de nous réjouir quand même des pistes de médicaments qui pourraient fonctionner, qui semblent prometteuses pour 2013? Ah si, non, mais bien sûr, il y a également des bonnes nouvelles. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, je trouve, en 2012, c'est que c'est avec des vieux médicaments, enfin des médicaments qui sont commercialisés depuis des années, qui vont peut-être avoir une deuxième jeunesse, entre guillemets. Je prendrai 2 exemples, le baclofène et l'alcoolisme. Au départ, c'était pas pour soigner l'alcoolisme. Ah non, pas du tout. C'est un baclofène. médicament qui est sur le marché depuis une quarantaine d'années, qui est utilisé dans ce qu'on appelle les spasticités, chez par exemple des gens qui ont des scléroses en plaques et qui ont un hypertonus et qu'il faut aider à se relaxer d'une certaine façon. Donc ce médicament a cette indication reconnue très précisément. Et puis depuis quelques années, les témoignages se sont multipliés, comme celui de Monsieur Amezen, disant que peut-être... Olivier Amezen. Olivier Amezen, pardon. Oui, pas le nôtre, pas celui des épaules de Darwin. C'est son frère, oui, mais c'est pas le même quand même. Et donc, alors, ce qui pourrait être particulier, c'est qu'en plus, avant, on disait quand on fait un sevrage alcoolique, c'est on ne boit absolument plus d'alcool, on prend des médicaments. Là, ce serait peut-être une troisième voie qui fait que les gens pourraient consommer un tout petit peu, mais ça n'aurait plus rien à voir. Et donc, ce médicament a été utilisé par des centaines de personnes parce qu'évidemment, ça ouvre cette voie, mais hors AMM. Et enfin, cette année, il y a un certain nombre d'essais thérapeutiques qui se lancent, et en médecine de ville et à l'hôpital, pour voir
vraiment dans quel cas ça marche et est-ce qu'on peut avoir une autorisation spécifique pour ce médicament. Donc ça, c'est quand même une nouvelle réjouissante. Et une deuxième nouvelle réjouissante que vous aviez aussi à nous proposer, je crois. Une deuxième qui est récente aussi, puisque c'est les résultats d'un essai thérapeutique qui est français. Alors, il faut là aussi rester prudent, puisqu'on est dans un essai de phase 1-2, c'est sur quelques personnes, mais c'est dans l'autisme. Et c'est un diurétique qui, là aussi, est présent dans le marché, sur le marché depuis une quarantaine d'années, et qui peut-être pourrait aider les autistes à restaurer une communication. Là encore, soyons prudents, mais il faut continuer les essais. Voilà, quelques raisons d'espérer pour 2013.